terre d'eau. La gadoue, les marais, les mangroves, les sables mouvants, les lagunes, les tourbières, les lacs, les deltas, les vasières, les palus. Une zone humide, en fait, c'est quoi ? Je verrais comme ça, j'ai plutôt une image de marais. Pas grand-chose. Les vaches. Le lac. Ça m'évoque les vaches qui au bord du lac. Les scientifiques estiment que 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Bien qu'elles ne couvrent qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Comment l'homme a-t-il appris à vivre dans ce milieu a priori hostile et en constante évolution ? Quels enjeux représentent-elles à l'heure du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive et de l'écotourisme ? À travers le récit de femmes et d'hommes passionnés, découvrons ensemble ces terres d'eau. Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On aimait beaucoup d'autres pays. Narandis sera-t-il la capitale du pétrole français? Donc c'était une forêt humide. Pays des Landes. Elle est devenue forêt. C'est un territoire été longtemps considéré comme désolé, sablonneux. À la découverte d'une région des Landes. Les mortels marécages de la Mélancolie. C'est la fille des marais. C'est elle qui l'a tué. Vous a permis de squatter mon marais. Les premiers vents forts commencent à souffler en ce moment. Semaine de crue et combien de jours de plus? Les pluies ont repris. Proche du littoral, il y a un dernier danger, le risque de crue et d'inondation. Il n'a jamais autant plu en Charente-Maritime que le mois dernier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode un peu spécial compte tenu de l'actualité. En effet, les pluies intenses et les inondations qui se sont abattues sur la France récemment ont un impact profond sur les milieux humides, la faune et la flore. Alors, Hugues et moi-même vous proposons d'explorer comment leur préservation peut contribuer à mieux gérer les conséquences des pluies excessives. Les Landes, situées dans le sud-ouest de la France, sont connues pour leurs vastes étendues de forêts de pins, de lacs et de milieux humides. Mais ces magnifiques paysages sont régulièrement confrontés à des pluies intenses qui peuvent provoquer des inondations dévastatrices. D'ailleurs, de nombreuses régions en font les frais en ce moment. Bonjour Lorraine, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions sur ce sujet. Bonjour mon cher Hugues. Merci à toi d'endosser une nouvelle fois le rôle d'animateur. Je suis ravie de discuter de l'importance des zones humides, bien entendu, et de leur rôle crucial dans la gestion des pluies intenses. Eh ben, c'est avec plaisir. Et pour commencer, pour remettre un peu une base pour nos nouveaux auditeurs, est-ce que tu peux nous parler et nous rappeler ce qu'est une zone humide et pourquoi elle est si importante ? Mais bien sûr, c'est mon grand dada. Alors, une zone humide, c'est un écosystème où l'eau est présente de manière permanente ou saisonnière, comme les marais, les tourbières, les étangs, les mangroves. Elles sont incroyablement importantes car elles jouent un rôle essentiel dans la régulation des inondations. Lorsqu'il pleut intensément, les zones humides absorbent l'excès d'eau, la stockent et la libèrent lentement dans les cours d'eau, réduisant ainsi le risque d'inondation. Enfin, ça, c'est dans un monde parfait. En fait, les zones humides ont la capacité d'absorber l'excès d'eau en raison de leurs caractéristiques physiques et de leur fonctionnement biologique. Et c'est-à-dire alors, qu'est-ce qui leur permet de stocker autant d'eau et de faire office d'éponge ? T'essaies de me coincer. Alors d'abord, les zones humides sont des éponges naturelles. Elles sont composées de sols souvent riches en matière organique, de végétation aquatique et de nombreux types de plantes adaptées à des conditions humides. D'ailleurs, on l'a vu dans un précédent épisode. Ces éléments permettent de retenir et de stocker l'eau. On dit qu'elles sont des éponges naturelles. Je me souviens d'un épisode qu'on avait fait avec les enfants de l'école de Biscarrosse, plage, où notre guide du conseil général, enfin du département des Landes, avait pris, c'était de la sphaigne, il l'avait prise au sol et il l'avait pressée devant ta caméra et on avait halluciné du volume d'eau qui pouvait en sortir. Ensuite, lorsqu'il pleut intensément, l'eau s'écoule rapidement à la surface du sol. Mais ce n'est pas le cas dans les zones humides. La végétation et la topographie, bon, alors nous, on a un sol assez plat dans les Landes, mais la végétation ralentit l'écoulement de l'eau. L'eau est freinée par les plantes et les obstacles naturels, ce qui permet une meilleure infiltration dans le sol. Plus l'eau coule vite sur un sol, par exemple argileux, moins elle peut s'infiltrer et remplir les nappes phréatiques.
D'autre part, les zones humides ont une capacité de rétention élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker de grandes quantités d'eau pendant une période prolongée. Au-delà de l'aspect de l'eau qui est stockée par les végétaux, leur sol lui-même peut stocker beaucoup d'eau. Cette eau est ensuite progressivement libérée dans les cours d'eau, les rivières et les nappes phréatiques. Donc elle régule le débit des eaux en réduisant, normalement, dans un monde parfait, le risque d'inondation en aval. Et dernier point, sans être complètement obsessionnel, mais les zones humides, elles ont aussi un rôle de filtration naturelle. Bon là, on sort de l'aspect régulation de l'eau, Éponge, mais elle filtre, elle la rend plus saine. Lorsque l'eau traverse ces écosystèmes, à moins qu'ils soient complètement pollués, elle est débarrassée de beaucoup d'impuretés et de polluants. Ça améliore sa qualité avant qu'elle ne rejoigne les cours d'eau environnants. Mais oui, d'ailleurs, il y a des pays qui utilisent des systèmes de filtration uniquement naturels, composés de végétaux, de minéraux qui filtrent naturellement. On utilise le charbon, par exemple, pour filtrer l'eau. Pour avoir vécu sur une péniche, je sais qu'on peut pomper l'eau du fleuve et la filtrer et qu'elle soit parfaitement potable. Mais alors du coup, en résumé, les zones humides, ce sont des écosystèmes plutôt exceptionnels qui absorbent l'excès d'eau grâce à leur capacité de rétention, leur capacité de filtration aussi, de ce que j'ai compris, et leur capacité à ralentir l'écoulement des eaux de pluie. Donc. Elles agissent donc comme de véritables régulateurs des inondations et contribuent à maintenir l'équilibre hydrologique de l'environnement. Mais comme tu dis, dans un monde idéal, entre guillemets, parce qu'on voit qu'actuellement, avec les pluies diluviennes qui nous tombent dessus, on a quand même de l'eau partout, même si on est entouré de zones humides dans les Landes. Donc j'imagine qu'il y a quand même un vrai impact sur les zones humides, ces pluies. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces impacts sur les zones humides landaises en particulier ? Oui, ou alors plutôt sur les zones humides landaises, parce que je suis loin d'être une experte en zones humides et en conséquences hydrologiques. Je ne sais même pas comment dire. Aujourd'hui, même s'il y a une meilleure gestion des niveaux d'eau, et on l'a vu d'ailleurs dans l'épisode avec Laurent Picane, sur les ouvrages qui permettaient de réguler l'eau, les écluses, tout ça, on l'a vu. Les Landes, elles sont quand même vraiment vulnérables aux pluies intenses. Déjà parce qu'elles ont une topographie qui est plutôt plate et une nature de sol extrêmement poreuse, puisqu'on n'a quasiment que du sable. Donc les pluies intenses, effectivement, malgré le fait qu'on soit en zone humide, créent des inondations locales. Et bien que l'écosystème en soi il soit adapté à des conditions humides, les niveaux d'eau excessifs et prolongés également peuvent dépasser leur capacité de rétention et donc du coup provoquer des inondations. De l'augmentation des ressources en eau et de la lutte contre les inondations. Ce dernier point intéresse particulièrement le département des Landes où les crues sont fréquentes. Or, les opérations prévues pour limiter les effets des inondations dans les Hautes-Pyrénées ou le Gers sont parfois incompatibles avec la lutte dans les Landes. Les conséquences sont lourdes parce qu'il y a une modification des habitats. Donc les variations rapides de niveau d'eau peuvent détruire ou alors déplacer des nids d'oiseaux, des zones de reproduction pour les amphibiens. Enfin voilà, on le voit ici sur les abords du lac, par exemple, le niveau de l'eau, on a perdu. Il n'y a plus de plage. Voilà, à certains endroits, on a perdu beaucoup de plages, donc on imagine que beaucoup d'algues qui sont remontées aussi. Oui, c'est un délire. Voilà, tout ça, ça a des conséquences. Après, au-delà des modifications des habitats, elles entraînent aussi l'érosion des sols dans les zones humides. Le ruissellement de l'eau, il emporte une couche, la couche superficielle du sol, qui peut ou non être fertile, mais qui en tout cas aussi endommage de la végétation. Ça peut aussi compromettre la stabilité de ces écosystèmes. Tout dépend en fait. Ce qui compromet la stabilité, c'est le caractère exceptionnel, parce que dans la nature, il y a toujours du changement. Si une zone humide est une zone humide, les berges du Nil, avant qu'il y ait le barrage d'Assouan, elles étaient fertiles, elles étaient inondées et ça servait l'agriculture. C'était une zone humide. Aujourd'hui, il y a le barrage d'Assouan, depuis maintenant 70 ans, à peu près. Pour les Égyptiens, 4 journées en mai constituent l'événement le plus important de l'année. Elles marquent l'achèvement de la 4e grande pyramide d'Égypte, le haut barrage d'Assouan.
Pour être au rendez-vous fixé par le président Nasser, 35 000 hommes ont travaillé jour et nuit pendant 4 ans et 5 mois. 53 semaines d'un labeur incessant qui a coûté la vie à 227 d'entre eux. Oui, la grande pyramide de Khéops est elle-même dépassée par ce gigantesque ouvrage qui va absorber 4,8 milliards de francs dont l'Union soviétique a fourni la plus grande part. C'est le prix qu'il a fallu payer pour régulariser les crues du Nil, pour irriguer toutes les terres cultivables, pour produire de l'électricité en abondance, pour faire naître l'industrie dans la vallée du Nil. Les berges du Nil subissent beaucoup moins d'inondations. Conséquence, des territoires qui étaient hyper fertiles ne le sont plus du tout. Et aujourd'hui, on est obligé d'utiliser énormément de fertilisants sur les berges du Nil, qui sont un des greniers de l'Afrique quand même, pour pouvoir produire autant. Donc c'est le caractère exceptionnel. Voilà, c'est en fonction du caractère exceptionnel et comment on le regarde, quoi. C'est trop d'eau à ces endroits, quoi. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et puis après, le ruissellement de l'eau en lui-même, il peut drainer des polluants qui arrivent des zones urbaines ou des zones agricoles ou alors même industrielles. Et ces contaminants, ils peuvent affecter la qualité de l'eau au niveau de la zone humide, mais aussi à l'endroit où elle va se déverser. Je parle même pas de quand elles font déborder les stations d'épuration et que du coup l'eau n'est plus, qu'on peut plus que les zones de baignade sont fermées, quoi. C'est au-delà de ça, ça peut aussi nuire à la faune et à la flore qui y réside, parce que c'est un aspect auquel elles ne sont pas habituées. Donc c'est surtout le caractère exceptionnel qui nuit à la zone humide. Donc les perturbations, si elles sont plus fréquentes, si elles sont causées par les pluies intenses, elles peuvent stresser la biodiversité des zones humides. Et certaines espèces végétales ou animales vont avoir du mal à s'adapter aux variations rapides de leur environnement. L'homme est le seul animal qui s'adapte aussi rapidement à ses propres nuisances, quoi. Il n'y en a pas d'autres, pas à ma connaissance en tout cas. Ah ouais, donc c'est quand même assez dur sur les zones humides, mais on se rend compte, surtout qu'il faut absolument les préserver, quoi, et que leur restauration des zones humides, ça demeure vraiment essentiel pour maintenir l'équilibre de ces écosystèmes, tout en contribuant à la gestion des pluies intenses et des inondations, quoi. Parce que j'imagine pas, ça devrait être bien pire sans ce tampon-là, sans ces éponges, quoi. Bah oui, en fait, ça allait. Je me souviens d'un magnifique voyage que j'avais fait en Haïti. Et alors à l'époque, je m'étais pas posé la question des zones humides là-bas, mais je me souviens que toutes les montagnes étaient pelées. Beaucoup d'endroits où j'avais été, les montagnes étaient pelées. Et l'ami chez qui on était là avait expliqué que le bois avait été utilisé en fait avant les montagnes étaient couvertes d'arbres qui avaient été coupés pour réchauffer, et donc il n'y avait plus rien pour retenir les sols, donc il n'y avait plus rien qui permettait de ralentir, d'absorber l'eau, quoi. Donc c'est terrible pour le pays qui était déjà bien malmené pour d'autres aspects. Donc oui, en protégeant les écosystèmes, on permet vraiment à la nature de jouer son rôle dans la régulation des eaux. En fait, la nature se débrouille très bien sans nous. Et si on arrive à préserver ou à restaurer des zones humides, on l'observe, c'est crucial pour atténuer l'impact. Là, on parle des pluies intenses, donc on va rester là-dessus, parce qu'elles sont des tampons naturels qui absorbent donc, qui stockent et qui régulent l'eau excédentaire. S'il n'y avait pas ces zones-là, et on le voit dans les villes, pourquoi les villes sont inondées, c'est bétonné. Donc l'eau n'est pas absorbée par les sols. Ça coule, il faut bien que ça aille quelque part, si ça va plus dans les nappes phréatiques. Donc on se retrouve à des étés de sécheresse parce que le sol n'a pas eu le temps d'absorber l'eau, et des hivers d'inondation. Vraiment passionnant et d'actualité. Donc merci beaucoup Lorraine pour toutes ces informations. La préservation des zones humides dans les Landes semble donc une solution clé pour mieux gérer les pluies intenses et protéger la biodiversité locale. Oui, exactement. Je suis un peu désolée parce que comme je ne suis pas une experte, je pense que l'épisode est loin d'être exhaustif, mais je vous invite
à réagir ou à nous soumettre des experts si vous le souhaitez. En tous les cas, pour nous, bien sûr, les zones humides sont un joyau naturel qui mérite d'être préservé, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour les services essentiels qu'elles rendent à notre environnement. Et bien c'est tout pour cet épisode de Terre d'eau. Merci d'avoir rejoint notre exploration des zones humides landaises et de leur rôle crucial dans la gestion des pluies intenses. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter surtout. Et n'oubliez pas, la préservation de ces écosystèmes est l'affaire de tous. Merci beaucoup Lorraine, encore une fois, et au revoir. Merci Hugues, à très vite. Oui. Terre d'eau est une production de passionnés de la nature. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où nous explorerons davantage les merveilles des écosystèmes aquatiques de notre planète. À bientôt. Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, #TerreDeau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le pays Land Nature Côte d'Argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier. Terre d'eau.